Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier thématique, sur, les textes réglementaires et les labels en lien avec, l'économie circulaire. On a la chance, d'accueillir dans cet atelier 2 intervenants. Donc tout d'abord, Bertrand Andouche qui est en charge du service transition écologique de la Fédération française du bâtiment et qui va nous présenter les évolutions réglementaires liées à la loi AGEC. Et puis son intervention sera suivie par celle d'Alexandre Pavoine qui anime les activités autour de la préservation des ressources et de l'économie circulaire des matériaux au sein du CEREMA. Et donc il est notamment co-responsable du déploiement du label 2EC dont il va nous parler en deuxième partie de cet atelier. Donc je laisse donc en premier lieu la parole à Bertrand Anouche. À tous. Donc, du coup, je vais partager mon écran pour une courte présentation. Normalement, tout est bon. Et du coup, je voulais démarrer la présentation par un petit rappel aussi pour rappeler le contexte des déchets du bâtiment, puisque globalement, les conséquences de la loi AGEC sur le secteur, ça vise principalement la gestion des déchets du bâtiment. Donc, quelques chiffres clés. Donc, vous voyez ici un diaporama qui montre que les déchets du bâtiment et on est quand même un secteur qui produit énormément, 46 millions de tonnes de déchets par an, dont 10 de déchets dits non dangereux, non inertes, sachant que quand on parle des déchets du bâtiment et des travaux publics, on est à 228 millions de tonnes de déchets par an. On produit plus que les ménages, ce qui est quand même un élément important. Pour rappeler également quelques données, parmi ces 46 millions de tonnes, on a à peu près 76% de déchets inertes, donc des déchets qui aujourd'hui sont plutôt bien gérés, notamment en termes de valorisation et de recyclage. On a 21% qui concernent les déchets non dangereux et 3% de déchets dangereux, vernis, colle, solvants et autres types de déchets de cette catégorie. En termes de gestion, là aussi c'est important au regard notamment des évolutions réglementaires et d'un point particulier qu'on abordera qui est le dispositif de REP. Globalement, aujourd'hui, on a 80% des déchets qui sont gérés directement sur le chantier. Donc plutôt des chantiers de taille assez conséquente qui du coup permet une gestion on va dire, la plus optimale possible avec la mise en place de bennes ou de contenants divers, ce qui permet déjà de faire un premier niveau de tri. Les 20% restants concernent des déchets qui sont directement apportés vers un point de collecte, peut être une déchetterie publique, puisque certaines ouvrent leurs portes aux artisans, mais ça peut être également des déchetteries professionnelles ou installations de traitement. Et donc, ces 20% sont directement apportés par les entreprises, donc soit en fin de chantier, soit en fin de journée, et du coup, ils ramènent plusieurs déchets issus de plusieurs chantiers. La répartition par type de chantier, forcément et intuitivement, c'est logique, plus de 50% de ces déchets proviennent du secteur de la démolition, 36% de la rénovation et 13% de la construction neuve. Voilà. Ce qui nous amènera peut-être à échanger plus tard aussi sur des problématiques que l'on pourrait avoir en 2022. Alors, concernant l'actualité réglementaire, elle est assez riche. On n'a pas encore tous les textes d'application de la loi AGEC, mais on a au moins les principaux. Premier texte qui est d'application du 1er juillet dernier, c'est celui qui concerne la mention sur les devis. Donc aujourd'hui, les entreprises de travaux, notamment celles qui ne sont pas concernées par des chantiers de plus de 1000 m², donc pour tous les chantiers de moins de 1000 m², ils ont l'obligation d'inscrire un certain nombre de critères. Il y en a notamment 4, l'estimation des déchets, la manière dont on va les gérer, s'il y a des bennes sur chantier ou autres, les différents points de collecte ou de traitement, c'est-à-dire les installations vers lesquelles ces déchets vont être destinés. Et le 4e point qui est à inscrire dans les devis, c'est une estimation du coût. Voilà. Et du coup, cette obligation, elle est applicable depuis le 1er juillet dernier pour, encore une fois, toutes les entreprises qui réalisent des travaux pour des chantiers de moins de 1000 m². Voilà. Donc, je vais dire que c'est une nouveauté, pas tant que ça, parce qu'on a quand même depuis très très longtemps un certain nombre d'entreprises qui d'ores et déjà intègrent cette ligne déchets dans les devis.
Pour celles qui ne le faisaient pas, voilà, il y a des petites astuces à intégrer, avec peut-être la plus grosse difficulté, c'est la manière dont on calcule les quantités approximatives des déchets qui vont être générés par catégorie si possible. Et dans ce cadre-là, on a mis en place au sein de la FFB un petit outil qui permet justement de faire ces calculs et du coup de faciliter la tâche des entreprises. Est-elle liée à cette exigence, puisque c'est inscrit dans le même décret, l'obligation de fournir et de recevoir par l'installation de collecte un bordereau de dépôt pour notamment les déchets inertes et non inertes, donc non dangereux, parce que les autres aujourd'hui, notamment les déchets dangereux et les déchets d'amiante, sont déjà gérés par un bordereau, ce qu'on appelle un bordereau de suivi des déchets. Pour les déchets inertes et non dangereux, il y a un nouveau bordereau qui va apparaître et ce dernier a fait l'objet d'un report dans la mesure où globalement un certain nombre, plutôt une majorité d'acteurs ont considéré le projet qui avait été soumis un petit peu avant l'été comme pas tellement opérationnel. Et du coup, il y a des discussions qui se sont ouvertes et le bordereau, normalement, devrait être remanié pour se caler un petit peu plus sur, on va dire, la réalité du chantier, des chantiers, notamment pour les artisans et les entreprises de travaux qui ont une obligation de pré-remplir ce bordereau qui ensuite sera finalisé par l'installation de collecte et l'entreprise se verra remettre ce bordereau et devra le conserver pendant une durée donnée, 3 ans en l'occurrence. Voilà. Troisième évolution, qui elle sera d'application au 1er janvier 2022. Là aussi, c'est quelque chose de connu puisque normalement, on est censé tenir un registre déchets qui définit un certain nombre de points à consigner dans ce registre. Et donc, il y a une évolution assez légère en ce qui concerne les entreprises de travaux en l'occurrence, qui porte sur les sédiments et les terres activées. Donc, c'est plutôt une mise à jour du registre déchets qui sera opérationnel donc, au 1er janvier prochain. Un autre point qui, lui, a été, c'est un texte qui a été publié cet été, qui est important là aussi, ça concerne le tri 7 flux. Alors, pour ceux qui connaissaient, qui écoutent l'atelier, on avait une obligation d'un tri 5 flux qui s'est étendu à 7 flux, avec en plus tout ce qui est inerte et déchets de plâtre qui ont intégré donc, les 5 flux existants, ce qui oblige notamment les entreprises de travaux à effectuer ce tri 7 flux avec malgré tout un certain nombre de dérogations, notamment la dérogation la plus classique. Si d'ailleurs on démontre qu'il n'y a aucune incidence en termes de valorisation et de recyclage des déchets qui seront en mélange, on a la possibilité de mélanger 6 de ces 7 flux et d'exclure le plâtre qui, lui, doit être obligatoirement séparé des autres types de déchets. Là aussi, intuitivement, on voit que le plâtre a des incidences fortes sur une benne en mélange, du fait notamment de son exposition à l'eau. Voilà, donc une dérogation, on va dire, assez souple au tri 7 flux, et une dérogation totale aussi, qui porte sur 3 dispositions. D'une part, le manque de place, c'est-à-dire dès lors qu'on a un manque de place pour mettre ces 7 bennes sur un chantier, on a la possibilité d'effectuer un mélange, et en l'occurrence, on peut appliquer cette règle à partir du moment où on a moins de 40 mètres carrés d'espace de stockage pour les bennes, dès lors qu'on a également des petites quantités de déchets inférieures à 10 mètres cubes, et puis également quand les entreprises produisent moins de 1100 litres de déchets par semaine. Dans ce cas-là, il y a une dérogation totale au tri 7 flux. Un autre point qui est probablement le plus important et le plus impactant pour l'année 2022, c'est probablement beaucoup de personnes commencent à en entendre parler, la REP bâtiment, REP pour responsabilité élargie du producteur, qui sera d'application au 1er janvier 2022. Alors, il s'agit de quoi exactement? C'est qu'on responsabilise le producteur, c'est-à-dire le fabricant de produits ou matériaux de construction, qui, dès lors qu'elles mettent sur le marché un produit ou un matériau de construction, elles sont responsables de la fin de vie de ce produit quand l'ouvrage ou le matériau deviendra un déchet quelques années, voire plutôt quelques dizaines d'années plus tard. Et du coup, il va se passer exactement ce qui se passe notamment sur les
l'électroménager, c'est-à-dire qu'il y a une éco-contribution qui va s'appliquer à l'achat de ces produits de construction. Et cette éco-contribution va être capitalisée pour constituer un fonds. Et ce fonds va servir à financer un certain nombre d'actions pour répondre à plusieurs objectifs. Et en l'occurrence, on peut citer l'amélioration du nombre de points de collecte sur le territoire, la lutte contre les dépôts sauvages, l'amélioration du recyclage et de la valorisation des déchets. Il y a certains déchets qu'on valorise aujourd'hui très bien. Il y a d'autres déchets pour lesquels soit de la recherche est nécessaire, soit il existe aujourd'hui des solutions, mais il manque quelques leviers, notamment des leviers économiques, pour que ces solutions se déploient sur l'ensemble du territoire français. Et du coup, cette éco-contribution va servir à effectuer ou mettre en musique ces actions. Une autre action également qu'on peut citer, qui est importante, c'est l'action liée à la traçabilité des déchets pour l'ensemble des déchets du secteur du bâtiment. C'est bien le bâtiment qui est concerné, les travaux publics sont exclus de l'application de cette REP. Voilà, je vois que le temps avance vite. Ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, on n'a aucun texte, on a des projets de texte qui ont été mis en concertation avec les acteurs professionnels. Donc, on attend incessamment sous peu le décret qui donnera le cadre général pour appliquer l'arrêt pour l'ensemble des déchets du bâtiment. Et par la suite, on attend également un cahier des charges qui va donner un petit peu le ton des obligations qui seront assignées aux éco-organismes, aux futurs éco-organismes qui se positionneront sur le secteur, sachant qu'on a quand même beaucoup de produits qui vont être concernés par cette nouvelle disposition. Juste un petit rappel, hein, pour le secteur du bâtiment, on connaît un petit peu le dispositif, notamment pour les déchets d'équipements électriques, électroniques, où il existe une REP depuis quand même maintenant quelques années. Plus récemment, une REP s'était mise en place aussi sur les déchets d'éléments d'ameublement. Et puis, au début de l'année, il y a également la REP sur les déchets diffus spécifiques, qui était focalisée sur les déchets des ménages, qui a été élargie aux professionnels depuis le 1er janvier 2021. Donc voilà, ce sont des dispositifs que l'on connaît bien. Maintenant, on attend de voir, puisqu'on a un certain nombre d'éléments qui manquent à l'ensemble de cet arsenal qui va se mettre en place à partir de l'année prochaine, qui nous font prendre quelques précautions et qui nous poussent à dire qu'il faut impérativement qu'elles soient progressives pour éviter de perturber certaines filières qui sont d'ailleurs d'ores et déjà en place pour certaines typologies de déchets. Voilà. Un mot pour terminer sur un projet, on va dire, connexe et qui est, je vous parlais de traçabilité tout à l'heure, eh bien, on est directement concerné par le projet dit EMAT, entité multi-acteurs pour la traçabilité des déchets, focalisé sur le bâtiment, porté dans le cadre d'un projet que beaucoup connaissent maintenant qui s'appelle Démoclès. La FFB en est partenaire, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans le projet. Et l'objectif, comme son nom l'indique, c'est de porter un outil qui va permettre à l'ensemble des acteurs de la chaîne d'effectuer la traçabilité depuis le chantier vers la destination finale des déchets qui seront produits. Voilà. Je vous propose d'en rester là. Peut-être les objectifs, mais je les dis brièvement. Créer un référentiel pour les diagnostics produits, équipements, le nouveau diagnostic qui est le point de départ de la traçabilité. Recenser les filières de valorisation et leurs besoins opérationnels. Consolider, analyser l'information de la traçabilité. Contrôler, valider les informations à chaque étape de la traçabilité. Et ensuite, participer activement à la cohérence des pratiques et à l'équité entre les acteurs. Ce sont donc les objectifs précis du projet EMAT. Voilà, je vous propose d'en rester là, en étant totalement ouvert aux éventuelles questions qui pourraient se poser. Merci beaucoup. Alors, il n'y a a priori pas de questions et de toute façon, si on veut rester dans le timing, on va laisser la parole à Alexandre Pavoine pour qu'il nous parle du label 2EC. Bien, merci pour cette prise de parole. Donc, je vais faire également un partage d'écran pour vous projeter le support.
Donc, je vais évoquer avec vous aujourd'hui un des outils pour accompagner les acteurs pour la mise en œuvre d'actions d'économie circulaire. Il s'agit du label Engagement Économie Circulaire qui porte l'acronyme 2EC, qui est un label qui a été porté par le ministère de la Transition écologique et qui a été élaboré avec un certain nombre d'acteurs concernés par les sujets de prévention et de gestion des déchets, d'une part, et puis de valorisation de matériaux alternatifs. Donc déjà, pour vous dire que ce label a un périmètre très circonscrit qui va concerner la gestion des matériaux des projets. Alors, qu'est-ce que ce label? Donc, je vous l'ai dit, c'est un label national qui concerne les matériaux et qui va se reposer sur des guides méthodologiques pour ce qui concerne la valorisation des matériaux qui sont reconnus par le ministère de l'écologie. Alors là, ce label a été créé en janvier 2021 et il fait suite, je dirais, à un long historique de production de méthodes par différents établissements du ministère de l'écologie. Et en 2018, le constat a été fait que malgré le corpus technique assez riche qui encadrait les dispositions pour la valorisation de matériaux alternatifs, bien le constat a été fait qu'en réalité, il y avait assez peu de maîtres d'ouvrage qui s'y référaient et qu'il était nécessaire de mettre au point un outil qui, d'une part, allait les accompagner, les guider dans ce corpus technique, et d'autre part, qui allait aussi valoriser leur démarche, être un outil de communication. Alors, ce label, il repose sur un document qui a été coécrit par un certain nombre d'acteurs, qui s'appelle une charte. Donc, c'est quelque chose d'assez classique pour un processus de labellisation. Cette charte fait référence à l'ensemble des dispositifs normatifs pour l'économie circulaire, des matériaux, j'insiste, et puis les guides techniques du ministère de l'écologie qui sont applicables en ce sens. Et donc, on distingue bien deux sujets. D'une part, ce qui concerne la prévention et la gestion des déchets générés par le projet, et d'autre part, l'opportunité de valoriser des matériaux alternatifs dans ces projets. Alors, qu'entend-on par valorisation de matériaux alternatifs? En fait, il existe un certain nombre de guides qui décrivent comment des déchets, en réalité, peuvent être valorisés dans des matériaux, dans des produits, dans des dispositifs de construction, au regard des enjeux environnementaux et sanitaires. Donc, j'ai indiqué ici deux d'entre eux, qui vont concerner, par exemple, les matériaux de déconstruction issus du BTP, et puis sur la droite, un document qui va décrire plus le sujet des mâches-fer pour une valorisation en technique routière. Alors, pour ce qui concerne le domaine d'emploi, ou je dirais le domaine d'usage de ce label, l'idée ici, c'est de favoriser je dirais la circularité des matériaux entre tous les domaines qui sont consommateurs et producteurs de matériaux pour la construction et les aménagements. Et donc, c'est bien un domaine, un label qui embrasse le bâtiment, les travaux publics, dans ce qui concerne les aménagements et les techniques routières. Donc, vous voyez ici, par exemple, sur ce petit schéma, les domaines plutôt TP et aménagement qui vont être concernés par ce processus sur la partie valorisation des matériaux, dans la mesure où chacun de ces domaines est cadré par des guides méthodologiques. Et donc, si j'en reviens au bâtiment, le périmètre du label va plutôt concerner la prévention et la gestion des déchets générés par le projet de construction, d'entretien ou de déconstruction. Et puis, il va plutôt concerner en réalité des projets dimension assez importante qui vont également intégrer des sujets d'aménagement, de voirie attenante, de parking, de différents équipements qui seront attenants à la construction en elle-même. Alors, ce projet, il a été élaboré pour faire de sorte que les porteurs de projet puissent s'engager à différentes étapes. C'est bien le porteur de projet, le maître d'ouvrage qui s'engage, et donc qui reçoit, je dirais, un label à différentes étapes de son projet. Tout d'abord en phase conception, lorsqu'il s'engage via la charte d'économie circulaire sur la gestion des déchets, ce qui est ni plus ni moins que le respect des règles de la réglementation pour la prévention et la gestion des déchets, et s'il en a l'opportunité, la valorisation de matériaux alternatifs. À ce stade, il reçoit le label conception.
Il transcrit ensuite ses engagements dans ses documents de consultation et sélectionne les candidats qui interviendront dans le cadre de son projet. Et le CEREMA intervient ensuite en phase de réalisation pour voir dans la conduite du projet, sur la phase de réalisation, comment les différents intervenants du chantier vérifient, agissent au regard des engagements du porteur de projet. Et donc, à la fin des chantiers, on récupère l'ensemble des éléments qui justifient la traçabilité, en particulier des matériaux. On récupère un dossier dit de récolement, et c'est à ce dernier stade que le projet a un label achèvement de travaux. Donc vous le voyez, c'est un label qui va plutôt concerner des chantiers assez conséquents sur plusieurs mois, pour lequel le CEREMA interviendra à différentes étapes, et notamment sur la partie chantier, pour suivre le projet et accompagner le maître d'ouvrage. Alors, pour en terminer sur ce label, je précise aussi qu'en complément du corpus technique et du cadrage que propose ce label au maître d'ouvrage, il y a aussi, je dirais, un volet assez important sur la partie communication. Et donc, différents outils sont associés à ce label pour faire de sorte que le porteur de projet puisse communiquer sur ses initiatives, communiquer sur ses supports, je dirais, dématérialisés, Internet, mais aussi communiquer auprès des riverains sur, je dirais, les démarches vertueuses qu'il engage via des panneaux de chantier et puis des dispositifs de communication qui faciliteront en réalité l'acceptabilité sociale de son projet, d'autant plus s'il s'inscrit dans des sujets où il met vraiment en avant une gestion vertueuse des déchets. Je vous dis également que le label est accompagné par une plateforme Internet, un site dédié, qui va s'alimenter au fur et à mesure par les différents projets qui s'engageront. Et l'objectif de cette plateforme est bien de créer à terme un réseau d'acteurs qui pourront partager leurs initiatives et je dirais, faire participer à une évolution de ce label. Pour terminer, donc vous l'aurez compris, c'est un projet qui a d'abord été à l'initiative dans le domaine des techniques routières et qui englobe à présent le domaine du BTP. Je vous précise que je dirais la production de méthodologie pour ce qui concerne le bâtiment devrait à moyen terme s'enrichir, notamment parce que des travaux en cours s'engagent sur les sujets dits de béton bas carbone et qu'il s'agira de s'intéresser notamment à la valorisation de matériaux alternatifs dans ces bétons. Et pour vous dire aussi que des groupes de travail vont être engagés pour élaborer une méthode de valorisation des matériaux alternatifs dans les produits de construction. Voilà. Et donc, lorsque ces méthodologies seront finalisées, eh bien, le label s'y référera et, de fait, l'étendue du label va concerner plus globalement l'ensemble du BTP. Je vous remercie pour votre assistance. On va arrêter le partage. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, on a une question. Est-ce que le label peut couvrir une seule des 3 étapes du projet ou est-ce que les 3 sont couvertes obligatoirement? Non, alors le label va concerner les 3 parties. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut s'engager qu'avant le lancement des travaux. Voilà. On s'engage en phase d'étude, en phase projet. On peut s'engager jusqu'à la consultation des parties prenantes et à la sélection des entreprises qui interviendront. Par contre, une fois que le chantier est réalisé, dans la mesure où le CEREMA intervient sur site pour faire des audits, voilà, il est trop tard pour s'engager. Je voulais aussi insister sur le fait que en fait, c'est le porteur de projet qui est labellisé, même le projet qui est labellisé. Mais en fin de processus, l'ensemble des parties prenantes reçoivent un certificat, on va dire un certificat d'aptitude. Et l'idée, c'est que l'ensemble des acteurs puissent bénéficier de la démarche et puis après justifier de compétences acquises dans le cadre de ces projets. Alors, pour en revenir au bâtiment, j'insiste, effectivement, ce n'est pas forcément un processus qui est adapté à des chantiers très courts, des petits chantiers de bâtiments. Et une expérimentation est en cours, justement, en Isère, avec la CAPEB, pour voir comment un processus de labellisation allégé, je dirais, pourrait être adossé à ce type de démarche. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il existe déjà des projets labellisés? Si oui, combien? Alors oui, il y en a en plus dans l'ensemble du champ couvert.
un certain nombre qui vont concerner effectivement des projets d'infrastructure de transport. À Strasbourg, il y a aussi un projet assez important d'aménagement en Île-de-France qui est porté par Plaine Commune pour l'aménagement la ZAC du quartier de La Courneuve sur 6 ans. Donc il va intégrer des projets de déconstruction, de construction, d'aménagement. Et un dernier projet plutôt voilà, d'aménagement aussi, c'est l'accompagnement de la métropole de Nîmes sur la création d'une ligne de tram. OK, merci. On a encore une question, alors, d'ordre plus, impact environnemental. La question étant, ce label envisage-t-il d'intégrer à moyen terme un calcul des impacts environnementaux qui seraient liés au process de réemploi, ou de recyclage? Non, alors en fait, les différents acteurs qui ont participé à l'élaboration du dispositif n'ont pas voulu déjà inscrire des objectifs chiffrés. Dans la mesure où, on va dire, les objectifs sont plutôt nationaux, puis peuvent être très différenciés en fonction des projets, et on ne voulait pas que ça soit un critère décisif. Après, dans le dispositif, bien sûr, l'acteur peut s'engager dans une démarche d'évaluation. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les processus de gestion des déchets, il y a des actions qui sont relatives, par exemple, au principe de proximité. Donc, nous, on regardera justement à ce que le maître d'ouvrage s'engage à ce que ces matériaux soient gérés en circuit court. Voilà, et donc il ne s'agit pas uniquement de dire le taux de valorisation sera de temps si des déchets viennent de distances très importantes, ce qui se traduit par un transfert de pollution. Mais pour répondre concrètement à la réponse, non, il n'y a pas de manière directe imposée de processus d'évaluation, de type analyse de cycle de vie ou autre dans le processus. D'accord, merci et du coup, quand vous entendez circuit court, il y a des distances qui sont données ou pas? Ou encore une fois, on n'a pas envie on n'a pas envie de se fermer des portes, Non, non, dans les principes de proximité qu'on retrouve dans la réglementation, il n'y a pas de distance. C'est apprécié au regard aussi de l'offre des acteurs industriels, par exemple pour ceux qui sont en charge de gestion des déchets, de la transformation. Effectivement, un circuit court peut être très différencié en milieu urbain et en milieu moins urbain. Donc non, non, c'est apprécié au cas par cas. D'accord, merci. Alors, je ne crois pas qu'il reste d'autres questions. Voilà donc, sachant qu'il nous reste 1 minute, je propose de conclure là-dessus. Je vais en profiter pour remercier nos 2 intervenants, donc, Alexandre Pavoine et Bertrand Andouche pour leur, présentation. Heu Je profite également de ce petit temps pour, dire aux participants que, si vous avez une prochaine conférence, n'oubliez pas de vérifier dans quelle salle elle se situe et de changer de salle, au besoin. Et puis, je vous souhaite une bonne suite à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, bon après-midi.